Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Y a-t-il un antisémite en France? On le dit. Or, je n'en ai jamais rencontré. Et pourtant je suis juif, depuis 60 ans déjà. J'en demeure donc perplexe. On dit en effet qu'en France il y a des antisémites, voire même que l'antisémitisme serait en état de latence pré-endémie. Souvent, très souvent, j'entends des appels se former pour dénoncer avec l'antisémitisme toute forme de racisme. J'assiste à la multiplication de mouvements, d'associations, de comités, pour dénoncer l'antisémitisme. Si ces appels se multiplient, si ces mouvements prolifèrent, si ces dénonciations se répètent, c'est sûrement à juste titre parce qu'il y a, sûrement, des antisémites en France. De là ma perplexité. Qui sont les antisémites? Pour ma part, né en France il y a 60 ans, juif, comme tant d'autres naissent catholiques, c'est-à-dire sans beaucoup de pratiques et encore moins de croyances, je n'ai pas encore rencontré d'antisémites. Alors où se cache-t-il donc? Parce que moi, je ne me suis jamais caché et jamais, je n'ai tu ce que j'étais, sans pour autant me livrer à quelque forme que ce soit d'exhibition ou d'ostentation. J'ai fréquenté l'école communale, le lycée, l'université. J'ai fait l'armée avec même, comme la plupart des gens de ma classe, un peu de supplément. J'ai porté l'étoile jaune pendant la guerre. J'exerce un métier qui me met au contact de la haute administration et des dirigeants d'un grand nombre de sociétés nationales et d'entreprises publiques. Je suis né à Paris, j'ai grandi en province. Je réside actuellement à la campagne. J'ai eu des amis de tous milieux et des petites amies de toutes conditions. J'ai épousé une jeune femme issue d'une famille catholique pratiquante. Eh bien, tel Diogène, je cherche un antisémite et ne l'ai point encore trouvé. L'antisémitisme en France est-il un leurre? Suis-je un cas aberrant? Je ne sais et voudrais bien le savoir. Le présent texte est un devoir que je m'impose par reconnaissance envers la formation d'historien que j'ai reçue à la Sorbonne. L'histoire en effet, avant d'être lumière qui éclaire le passé est d'abord, patient, minutieux, humble travail de reconstitution des faits élémentaires, de recueil et de recoupement de témoignages, après le minutieux effort d'en vérifier l'authenticité. Car avant de comprendre la forêt, il importe d'abord d'apprendre à voir et à reconnaître chaque arbre. C'est donc mon simple témoignage que je veux présenter. Je me dépêche de le faire pour que puissent l'authentifier tous ceux qui furent les témoins de ce que je relate. La plupart des faits que je rapporterai se situent, bien entendu, pendant la guerre. Je vivais alors à Niort. C'était la petite ville idéale dont rêvait Alphonse Allais, bâtie à la campagne. Tout y était calme, serein, lent, feutré. C'est parmi mes amis niortais que j'ai grandi de la 5e à la terminale, et c'est à Niort que j'ai pris contact avec ma qualité de juif, le jour où me fut imposé le port de l'étoile. Je dirai bientôt quelle fut la réaction des Niortais, et l'on comprendra alors pourquoi je m'étonne quand on parle d'antisémitisme en France. L'idée de ce texte s'est, par ailleurs, progressivement imposée à moi par un réflexe d'énervement. De toutes les vertus que je ne possède pas, la patience résignée est certainement celle que je possède le moins. Aussi, je dois dire que les oreilles commencent à me chauffer quand je surentends tous ces appels à l'antisémitisme et à l'antiracisme et tous ces refrains qui reprennent comme une scie, le slogan du péril raciste. Je me demande si derrière tant de cris, il n'y a pas certaines arrière-pensées et quand crime il y a, je me demande toujours à qui profite le crime. Certes, je ne suis ni aveugle, ni sourd et encore moins naïf. Je ne peux ignorer que le choc de populations d'origines diverses ne peut ne pas créer de conflits. Je ne peux ignorer tant de rancœurs, de complexes, de frustrations qui se cachent de part et d'autre pour expliquer tant d'excès, sans pour autant les justifier. Mais de là à souiller mon pays et soupçonner mon peuple d'être raciste, antisémite, xénophobe, et je ne sais quoi encore, il y a un pas que je me refuse à laisser franchir en me taisant et en faisant de mon silence une complicité. C'est pourquoi par ailleurs, il y a quelques années déjà, j'avais fait parvenir à Henri Amouroux, qu'il avait sollicité auprès de ses lecteurs, quelques feuillets relatant mes souvenirs relatifs à la grande rafle du 30 janvier 1944. On trouvera, en annexe, la réponse d'Amouroux et la lettre du maire de Niort à qui j'avais envoyé copie de ce texte. Cette lettre m'a beaucoup touchée parce que le maire me disait que les faits relatés avaient réveillé les souvenirs de sa propre femme,
elle-même élève au lycée de Niort à la même époque. Elle, comme tant d'autres, pourrait authentifier mes témoignages et leur donner valeur probante. Les faits, les noms, les lieux que je cite sont certains. De ces faits, peut-être vais-je m'autoriser à dégager quelques réflexions. Celles-ci seront miennes, exclusivement. Je ne garantis pas qu'elles soient fondées. Elles ne seront que subjectives. Peut-être ce sont elles, beaucoup plus que mon étoile jaune, qui me permettront enfin de rencontrer un raciste, peut-être même un antisémite. Par avance, je lui en souhaite bien du courage. J.A. Ambray, décembre 1987. Chapitre 1 Les premiers âges, 1928 à 1935. J'étais à l'école communale de la rue Robert-Estienne. La directrice en était Madame Fréchou, dont le collier d'ambre sur une corpulence épanouie me situait à mi-chemin de la terreur et de la fascination. Je devais avoir 6 à 7 ans, c'est-à-dire très peu de temps avant la mort de mon père, décédé en décembre 1935. Je reviens un jour de l'école, perplexe. Déjà ? Iman, qu'est-ce que je suis ? Qui es-tu ? Oui. Mais tu es mon fils. D'accord. Mais ce n'est pas cela que les copains me demandent à l'école. Que t'ont-ils demandé ? Ils m'ont dit, qu'est-ce que toi ? Je m'en souviens comme d'aujourd'hui. J'avais longuement réfléchi dans ma tête et après cette longue réflexion, j'avais sorti. Je suis français. D'accord, répondirent mes petits amis, mais nous aussi on est tous français, mais toi, qu'est-ce que t'es ? Incapable de répondre, j'avais alors retourné la question. Mais toi, qu'est-ce que t'es donc ? L'un s'est déclaré catholique, l'autre protestant, le troisième je ne m'en souviens absolument pas. Ces mots étaient absolument nouveaux, donc inconnus pour moi. Alors je repris toujours dans ma tête ma longue et dure réflexion. Puis un éclair jaillit. Même moi je suis français et parisien. Je fus étonné de leur étonnement, et du peu de satisfaction que ma réponse avait déclenché. À 6/7 ans, j'ignorais l'existence même d'une religion et je ne crois même pas avoir entendu parler de Dieu. Mon seul univers du merveilleux était le Père Noël auquel j'ai vraiment cru de toutes mes forces. Je me demande même si je n'y crois pas encore un tout petit peu. J'allais sur mes 5 ans. Ma sœur en avait déjà 8. Un jour de décembre elle revient de l'école, toujours la rue Robert-Estienne, et bouleversée me dit « Tu sais Jeannot, le Père Noël, ça n'existe pas. » Je levai sur son visage défait un œil suspicieux. « Mais les cadeaux alors, qui les apporte ? » Ce sont les parents. Les parents. Mais qui t'a dit ça ? Ce sont les filles à l'école. Et tu les as crues. Mon assurance et mon air de mépris pour tant de crédulité ébranlèrent quelques instants ma sœur au point de la faire douter des révélations de ses jeunes amis. Quant à moi, rien n'y fit, et avec cette foi de charbonnier, indestructible, je poursuivis ma lettre au Père Noël. C'est la seule fois que j'eus vraiment chevillé au corps, et à part la certitude en l'amour de ma mère, et en ma mort inéluctable, je n'eus jamais d'autre certitude. Je n'eus que des convictions, certaines d'entre elles très fortes, si fortes même que nul jamais ne les a ébranlées à ce jour. Donc à 7 ans j'ignorais Dieu, d'autant plus facilement qu'on ne m'en avait jamais parlé. Bien sûr, tous les ans à la même époque, je sus plus tard que c'était Pâques, nous nous retrouvions toujours chez ma tante, la sœur de ma mère, pour un long dîner qui n'en finissait jamais de commencer. Mon oncle lisait un livre. Je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Je ne m'en souciais pas, et nul ne se souciait de m'expliquer quoi que ce soit. Je ne m'occupais, entre deux bâillements, qu'à lorgner les mets succulents qui trônaient sur la table et auxquels je n'avais pas le droit de toucher, encore que ma grand-mère fermait les yeux quand, avant de passer à table, j'avais chipé un œuf dur tout marron de couleur, léché mes doigts après les avoir trempés dans une compote rougeâtre délicieuse et croqué une petite galette de pain, toute plate, toute fade, mais si bonne quand on meurt de faim. Vers la fin de la lecture du livre bizarre que lisait mon oncle, à ma stupéfaction de le voir tourner les pages à l'envers, on passait sur la tête des enfants un grand plateau chargé de victuailles et enfin commençaient les choses sérieuses, on mangeait. Le plus souvent, je m'endormais avant la fin du repas et me réveillais le lendemain dans mon lit, sans me souvenir de rien et n'avoir rien compris à ce qui était pour moi une fête de famille. Et d'ailleurs c'était pour mes parents uniquement une fête de famille. Le pain azime était de tradition, comme la bûche à Noël et le muguet au 1er mai.
Je n'eus jamais l'occasion de parler avec mon père. Avait-il, au-delà de la tradition, un sentiment religieux? Il est mort trop tôt pour que j'aie pu en parler avec lui. Ma grand-mère maternelle, qui vivait avec nous, paraissait très attachée aux traditions, et en recoupant quelques années plus tard, des faits que sur le moment je ne comprenais pas, je sus qu'elle observait fidèlement ses Pâques, c'est-à-dire qu'elle s'interdisait de manger autre chose que du pain azime pendant cette période. Quant à nous, matin et soir la bonne tartine pain beurre et du bon jambon coquillette au dîner. Plus juif d'eau douce que nous, tu meurs. Ma mère, ex-institutrice, se désignait elle-même sale fille de Voltaire. Elle admirait le petit père Combe. Et si j'avais dû compter sur elle pour mon initiation à la religion, de quelque croyance que ce fût, je serais certainement mort idiot. Il n'empêche que j'avais été circoncis à la naissance, tout comme j'aurais été baptisé, sans que cela entraînât de la part de mes parents une croyance réelle ou une pratique quelconque. Ils se contentaient de respecter les traditions et les coutumes de leurs propres parents. Gabriel Lebras n'aurait pas été déçu d'observer chez ces Juifs la même distanciation vis-à-vis de la foi et du culte que celle qu'il a observée chez les catholiques. Mes parents étaient originaires de Smyrne. Notre famille, d'après la tradition, avait été chassée d'Espagne au moment de la reconquête par Isabelle et Ferdinand. Les Juifs d'Espagne avaient émigré, certains sur la côte basque, d'autres en Provence et même jusqu'à Avignon, où ils furent protégés par le pape. La plupart se dispersèrent dans la Méditerranée, et un grand nombre à Smyrne. En quittant l'Espagne, ils avaient emporté leur langue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.